Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, comme la possible arrivée d'une PS5 Pro et d'une nouvelle série X ou série peut-être Z chez Microsoft, on verra bien le nom. On a aussi des news au niveau du fait que Samsung pourrait abandonner les Exynos pendant quelques années pour repasser au Snapdragon, le temps qu'il développe un meilleur processeur. On parlera évidemment après. On a pas mal de news au niveau de processeurs AMD vraiment pas chers qui pourraient faire des, notamment ordinateurs portables pas mal puissants pour pas cher, mais aussi des consoles portables, tout comme le Steam Deck, vraiment pas cher. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez d'autres news, notamment Rocket Lake de Intel qui arriverait bientôt, en octobre en tout cas. Donc bientôt je suppose. Vous avez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Sautez vers les sujets qui vous intéressent le plus. Commençons tout de suite. Commençons par l'histoire qui concerne Samsung, donc pour leur Galaxy S23 ainsi que la série S24, ça concerne tous les modèles évidemment, Samsung pourrait abandonner leur processeur Exynos au profit des processeurs Qualcomm et c'est ça partout dans le monde parce qu'à l'heure actuelle, je vous rappelle pour les Galaxy S22, en Europe on a toujours les Exynos et dans la plupart des autres pays, on commence à avoir des Snapdragon, au point même que moi, je suis passé sur le S22 Ultra et j'ai commandé le mien sur un site qui le fait importer depuis Hong Kong, si je me souviens bien, pour avoir la version Snapdragon, pour éviter justement tous les problèmes de l'Exynos. Or, le truc, c'est que ça fait déjà pas mal d'années qu'il y a de la polémique au niveau de la version Exynos qui, bien souvent, n'a pas exactement le même niveau de performance que la version Qualcomm en Snapdragon, ou des fois elle consomme plus pour le même niveau de performance. Donc il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. Avec les S22, beaucoup de gens espéraient, avec le fait que notamment ils introduisent une puce graphique AMD, que ça relève le niveau. Malheureusement, ça n'a pas totalement été le cas. Après, il y a quand même un truc qu'il faut noter, je tiens à le préciser au crédit de Samsung, c'est que leur processeur custom commence toujours très mal et s'améliore avec le temps. Par exemple, si vous regardez des tests, il y en a qui ont été refaits dans le futur. Si vous regardez des tests sur les Exynos qui étaient dans les Galaxy S20 notamment, comparé au Snapdragon, ils sont devenus meilleurs avec le temps. Au point même que dans certains benchmarks, ils dépassaient même la version Snapdragon pour une même consommation. Donc vous voyez que c'est possible que Samsung fasse mieux. Le problème, bien souvent, c'est qu'ils semblent un petit peu rusher leur design et pas l'optimiser totalement. Et ça nous donne cette situation-là où, basiquement, les Qualcomm sont meilleurs. Du coup, pour les S24 et ainsi que les S23 et toutes les séries confondues, comme j'ai dit, on pourrait avoir du Qualcomm partout. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas. Et du coup, ils feraient ça pour tout simplement travailler sur leur Exynos pour les améliorer afin qu'en 2025, apparemment, sur leur Galaxy S25, du coup, ça semble assez logique, ils aient tout simplement des processeurs beaucoup plus matures. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que Samsung avait déjà annoncé il y a plusieurs années qu'ils avaient abandonné le fait qu'ils allaient designer de manière custom des processeurs. Ils avaient fermé le département. Donc, c'est-à-dire que leurs processeurs maintenant custom, au final, sont plus techniquement basés sur des designs déjà faits par notamment ARM. Il est modifié à peine au final. Donc, je suis un peu dubitatif sur le fait que... est-ce qu'ils ont toujours des ingénieurs enfin, beaucoup d'ingénieurs qui travaillent là-dessus? Parce que, genre, ils avaient fermé leur truc de design custom, donc c'est un petit peu bizarre. Ou est-ce qu'ils vont voir de l'aide extérieure? Selon moi, ils devraient clairement faire un partenariat avec AMD. AMD a clairement l'expérience. Et le marché ARM peut être un assez gros marché pour AMD s'ils veulent se lancer un petit peu dedans. Et se lancer via Samsung serait une plutôt bonne idée. AMD a les puces graphiques aussi qui sont plus performantes que les puces Mali que vous voyez souvent avec les processeurs ARM. Et ça, c'est souvent un problème avec justement, par exemple, beaucoup de processeurs qui font concurrence à Qualcomm. Qualcomm a leur GPU Adreno qui marche plutôt bien. Et puis après, tous les autres utilisent, comme j'ai dit, les GPU Mali qui sont le design par défaut d'ARM. C'est pas le meilleur. Okay, il se débrouille bien, mais c'est pas le meilleur. Du coup, avec l'expertise d'AMD, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Ou alors, il pourrait aller voir Nvidia. Nvidia a déjà designé des processeurs, pas juste graphiques, mais aussi des processeurs mobiles à ARM. Ils en ont notamment sorti un pendant le... Enfin, ils en ont annoncé un pendant le Computex, mais un pour serveur. Donc, voilà. Mais en tout cas,
il y a matière à améliorer, peut-être une coopération un petit peu plus poussée pour aider là-dessus. Mais en attendant, ben oui, on aurait des Qualcomm partout. Et honnêtement, je trouve que c'est pas plus mal. Selon moi, je n'ai rien à ce qu'ils fassent des Exynos. Mais s'ils font des Exynos, ils les sortent partout. OK? On n'a pas genre un Exynos en Europe, Snapdragon autre part. Parce que du coup, vous sentez, si vous en achetez un, vous vous sentez un petit peu comme un citoyen de deuxième zone, vous voyez? Genre, vous avez l'impression d'avoir acheté la même chose pour des fois même plus cher en Europe, parce qu'on a plus de taxes, et vous vous retrouvez avec un produit moins bon que chez les Américains. Donc c'est un peu bizarre de souhaiter que les Américains aient une version moins bonne, mais en réalité, si le marché américain aurait aussi les Exynos, ça forcerait Samsung à optimiser davantage leurs processeurs. Parce que là, toutes les grosses publications américaines qui font souvent le gros de la pub pour le reste du monde, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le reste du monde qui regardent même MKBHD dans beaucoup de pays et d'autres YouTubeurs dans le genre, eh bien, eux, comme ils testent la version US, s'ils avaient une version Exynos, ça mettra en avant les défauts que peut avoir cette version Exynos. Et ça forcerait un petit peu plus à Samsung à travailler dessus, tout simplement. Si le marché est plus important, il y a aussi plus de bugs repérés vite et ils peuvent les fixer, donc, yep. C'est ce qu'ils devraient faire, ça, moi. La même version pour tout le monde, et seulement sortir une version Exynos quand c'est stable et qu'ils n'hésitent pas à tester sur certains smartphones peut-être milieu de gamme leur processeur Exynos, honnêtement. Ça, c'est aussi quelque chose que Samsung, des fois, devrait peut-être un peu mordre sur leur profit, on va dire. Et peut-être quand ils sortent un téléphone milieu de gamme vers 700 euros, on va dire, 800, même moins, allez, vers 500, 600 euros, peut-être qu'ils devraient inclure la version, un processeur Exynos pour tester un petit peu, voir ce que ça donne. Les gens se plaigneraient moins parce que techniquement, ils mettraient un processeur haut de gamme qui était destiné à un téléphone haut de gamme dans un téléphone un peu moins haut de gamme à des fins de test. Donc les gens se plaigneraient pas. Parce qu'à connaissant Samsung, vous devez le savoir, si c'est un téléphone à 500, 600 euros, ils mettraient pas un processeur haut de gamme, ils mettraient un processeur peut-être vieux haut de gamme ou peut-être un processeur milieu de gamme. Ils sont tout à fait capables. Donc qu'ils fassent ça, qu'ils testent. Mais des fois, Samsung aime bien garder leur profit au maximum et au détriment de peut-être leur progression, en fait. Et ils se font prendre des parts de marché de plus en plus par le marché chinois, donc ils devraient peut-être se bouger un petit peu les fesses. Ensuite, nous avons une news de TCL qui indique qu'on pourrait voir arriver une PlayStation 5 Pro, des Xbox Series S et X, mais ça on les a déjà, et surtout des cartes graphiques beaucoup plus puissantes comme la RX 6700 XT. Bon, la carte graphique, on sait qu'elle va arriver, faut pas être devin pour deviner les prochains noms de cartes graphiques d'AMD et Nvidia. À part s'ils s'amusent à tout changer, ce sera les RX 7000 et les RTX 4000, donc ça m'a pas vraiment... Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la dénomination de cette PlayStation 5 Pro. Donc ils indiqueraient que pour 2023-2024, pour leur prochaine génération de TV, il pourrait y avoir une PlayStation 5 Pro. Et ce que vise TCL ici avec leur TV, et je vous rappelle que TCL est un des plus grands fabricants de TV au monde, peut-être que vous ne les connaissez pas trop parce qu'ils font surtout des modèles d'entrée de gamme et ça fait pas très longtemps qu'ils sont implémentés en France, mais c'est une assez grosse marque. C'est vraiment une assez grosse marque. Et du coup, ils auraient des modèles de TV prévus pour la 4K 60 à 120 fps. C'est logique. Render, d'ailleurs, qu'ils indiquent. Donc là, ils indiquent que la PlayStation 5 et tout ça pourrait rendre en 4K 120 fps. Mais ils auraient, eux, des TV qui supporteraient la 8K 60 ou 120 fps, donc output. Certainement, quand ils parlent de ça, à mon avis, on parle ici aussi de technologie d'upscaling, par exemple FSR 2.0 KMD sur PC fixe, parce que il faut rester raisonnable. Vous ne verrez pas une PlayStation 5 Pro qui est capable de faire un rendu d'un jeu en 8K 60 fps. C'est juste, voilà, soyez raisonnable. Par contre, si vous faites le rendu en 4K 60 fps, voire 120 fps selon le jeu, et que vous, un petit peu de magique d'upscaling, vous le repassez en 8K, ce qui est tout à fait possible, hein, franchement, là, vous avez du 8K 60 ou 120 fps. Donc c'est pour ça qu'ils l'indiquent dans leur slider. C'est ce qu'ils visent au niveau TV, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, on visait plutôt de la 4K 60 ou 120 fps. Et on visait aussi à faire peut-être le rendu en 1440p pour le repasser en 4K. Donc là, on pourrait voir aussi cet upgrade-là au niveau de cette PlayStation 5 Pro. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que pour la
s'il y a une PlayStation 5 Pro, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'on a déjà eu une PlayStation 4 Pro, et Sony qui fasse un refresh en plein milieu de la génération de consoles ne serait pas si logique. Ça donnerait une excuse à... Ben, c'est toujours c'est intelligent d'un point de vue marketing, en fait. Parce que ceux qui ont déjà une PlayStation 5, même s'ils ont déjà une PlayStation 5, s'ils adorent Sony, s'il y a une nouvelle PlayStation 5 Pro qui sort, ils vont l'acheter. Ils vont forcément l'acheter. Pour Sony, c'est pas très compliqué à fabriquer. C'est juste une PlayStation 5 plus puissante. Maintenant, les PlayStation 5 ainsi que les Xbox Series X et même Series S et tout ça sont basiquement des PC avec des OS custom évidemment qui tournent dessus, fait par Sony ainsi que Microsoft. Bon, celui de Microsoft c'est basiquement Windows 11 et Windows 10 version allégée, faut le savoir, mais yep, c'est basiquement un PC. Donc vous pouvez sans problème, juste en gardant la même architecture évidemment, donc une architecture d'un PC basiquement, processeur x86 et carte graphique qui pourra aller dans un PC. Si vous augmentez la puissance, donc vous augmentez le nombre de cœurs peut-être, ou même juste la fréquence du CPU et tout ça, vous pouvez faire une version plus puissante de la console sans vraiment rien changer en termes de programmation. Donc, il le ferait certainement, quoi qu'il arrive. Du coup, cette PlayStation 5 Pro, on ne sait pas ce qu'elle aurait dedans. Elle n'est pas confirmée par Sony, donc tenez-en compte. Mais, yep, elle pourra arriver et on verra bien ce que ça donnera. Je suis intéressé de... Moi, je suis plus intéressé par tout ce qui est upscaling, donc j'espère que ça arrivera aussi sur console et que ça donnera envie aux développeurs d'adopter pleinement cette technologie, parce que c'est selon moi ce qui est sorti de mieux de ces dernières générations de cartes graphiques, et ça a commencé avec DLSS évidemment. C'est quelque chose de vraiment bien. C'est pour moi le futur, franchement. Pour le streaming aussi, ce sera certainement le futur. J'attends vraiment que Nvidia sorte un plugin pour Firefox et Chrome. Surtout Chrome, il pourrait le faire. Nvidia, sortez un plugin Chrome DLSS. AMD, faites-le aussi, un plugin FSR pour Chrome. Allez-y, franchement. De toute façon, c'est eux qui contrôlent tout. Genre, quand vous regardez une vidéo YouTube, elle est décodée par votre carte graphique. Elle est déjà décodée par Nvidia ou AMD. Ils pourraient sans problème se mettre dans le truc et juste pouf, faire un upscaling dessus. Ils pourraient totalement le faire. Faites-le, ce serait génial. Évidemment, laissez le choix aux gens, mais faites-le. Ensuite, nous avons une news qui m'a laissé assez perplexe. Vous avez Broadcom qui pourrait payer 61 milliards de dollars pour acquérir VMware. Alors, qu'est-ce que VMware? Est-ce que ça vaut 61 milliards? Je ne sais pas, peut-être. VMware est une entreprise qui est tout simplement dans tout ce qui est virtualisation. Ça semble logique, VMware. Donc, bien souvent, c'est en entreprise. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il pourrait valoir ce prix-là. En entreprise, quand vous devez virtualiser des choses pour tester, pour même virtualiser de manière générale, parce que vous avez une énorme machine et vous voulez la compartimenter en plusieurs petites machines, donc virtualiser des PC dessus. VMware est pas mal utilisé. C'est pas le truc utilisé partout, mais c'est quand même pas mal utilisé. Surtout, comme je le dis, en entreprise pour faire des tests. Imaginez, vous devez tester un nouveau logiciel dans, je sais pas moi, tous les OS qui sortent. Vous devez le tester sur Windows 7, vous devez le tester sur Windows 10, Windows 11, et peut-être même une autre version de Windows 10 pour être sûr que ça marche. Ouais, vous pourriez avoir un PC de chaque système d'exploitation, mais c'est un peu embêtant. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est juste avoir des machines virtuelles et tester votre programme dans chaque machine virtuelle avec chaque version de l'OS. VMware est souvent utilisé pour ça. Du coup, c'est une entreprise qui a quand même pas mal de valeur. Maintenant, 61 milliards de dollars, ça fait beaucoup d'argent. Personnellement, je ne connais pas plus que ça VMware. Je sais qu'ils font de la virtualisation et tout, je sais dans quel cas ils sont utilisés, mais je ne sais pas s'ils ont beaucoup de clients. Je ne sais même pas leur revenu, honnêtement. Mais ça me paraît quand même une sacrée somme pour, basiquement, de la virtualisation, mais ouais, pourquoi pas. Broadcom, pour information, est un... Qu'est-ce qu'ils font déjà? Broadcom, ils sont plus fabricants ils font des CPU. Notamment les Raspberry Pi, leurs CPU sont faits par Broadcom. Donc, pour vous resituer, ils font aussi des puces modem en tout genre. Que vous reverrez peut-être même dans des routeurs ou autre chose. Ils font quand même pas mal de puces. Donc, c'est un assez gros fabricant. Donc, le fait qu'ils essayent d'acquérir VMware, c'est peut-être pour se lancer peut-être dans
de la virtualisation via des processeurs ARM, peut-être, fabriqués par eux-mêmes. L'intégrer un petit peu plus avec VMware, du coup développer le marché. Tout à fait logique. On verra bien. Évidemment, ce genre de deal doit être approuvé, parce que vous ne pouvez pas juste être un acteur majeur du marché, juste racheter votre concurrence ou racheter quelque chose qui vous permettrait d'imposer votre concurrence ou imposer des choses à vos concurrents. Donc, ça devrait être validé, basiquement. Donc, on verra bien. Des fois, ça prend énormément de temps, ce genre de deal. Donc, yep, on verra bien. Ensuite, toujours dans ARM, il y a plein de news ARM aujourd'hui. Nous avons Microsoft qui a annoncé un nouveau PC ARM. Donc, ça ne vous intéressera pas. Et c'est un PC fait pour le développement. Donc, voilà à quoi il ressemble. Il y en a deux, en fait, là. Vous pouvez les stacker, apparemment, pour avoir plus de puissance. OK. Donc, c'est un mini PC. Basiquement, un Mac mini. Pour être honnête, moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, oh, un Mac mini avec un logo Windows par-dessus. Et c'est encore plus proche d'un Mac mini parce qu'il y a un processeur ARM dedans qui serait fait par Qualcomm, évidemment. Donc, c'est un Snapdragon. C'est le projet Volterra. C'est un beau nom, mais est-ce que c'est performant? Je ne sais pas. Et le but, évidemment, de ce mini-PC, c'est d'inciter les développeurs à développer des applications ARM pour Windows. Ça semble assez logique. ARM est clairement quelque chose qui va prendre encore plus d'importance dans le futur. Ça se voit avec Apple. C'est pour ça que je pense aussi qu'AMD et Intel devraient un peu se bouger. Ils se bougent déjà FS, mais ils vont devoir se bouger encore plus FS s'ils ne veulent pas se faire avoir. Et du coup, Microsoft aussi ne veut pas se faire avoir parce que si leur système d'exploitation ne marche pas très bien avec ARM, ils pourraient, à force, se faire détrôner. Beaucoup de gens croient que Microsoft domine. Jamais ils pourraient se faire détrôner. Pas si sûr. C'est déjà arrivé plein de fois par le passé que vous avez une marque qui est massive et qui finit par disparaître. Nokia était massif. Personne ne pensait que Nokia pourrait être détrôné en 2007. Et puis le premier iPhone est sorti. Et le reste, c'est de l'histoire. Du coup, quoi qu'il arrive ici, ce PC a pour but de justement combler à cette lacune de Microsoft en offrant une plateforme de développement pour les développeurs. Est-ce que les développeurs vont suivre derrière? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je dirais que pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'ils sont pas trop connus pour suivre ce que veut Microsoft, mais bon. Du coup, il y a quand même des trucs intéressants avec ce mini-PC. Vous avez notamment aussi une version de Visual Studio de Microsoft fait pour ARM et d'autres trucs dans le genre. Donc, c'est vraiment fait pour inciter à développer avec ARM. Et le but, ce serait que tous les développeurs Windows fassent une version ARM de leur application, basiquement. Un peu comme beaucoup de développeurs maintenant le font pour Apple sur les puces M1. Maintenant, je pense que peut-être que le vrai problème dans tout ça, c'est qu'évidemment, il faut des applications. Si vous n'avez pas d'application, les gens ne sont pas intéressés. Genre, s'il n'y a aucune application ARM pour Windows, personne ne va acheter un PC Windows ARM. Il n'y a aucun intérêt, forcément. Mais je pense aussi qu'il faut s'inspirer un petit peu de ce qu'a fait Apple. Déjà, Apple a des processeurs ARM extrêmement puissants. Plus puissants que ce que fait Qualcomm. Donc là, il faudrait que Qualcomm se bouge les fesses aussi. Et en plus de ça, Apple a évidemment sorti Rosetta qui permet de, à la volée, convertir des applications, ou plutôt d'émuler pour des applications x86, émuler un environnement x86 pour ce genre d'application sur un processeur ARM. Et ça le fait en direct. Et Rosetta, franchement, tourne extrêmement bien sur Mac. Évidemment, une application native tournera mieux, mais Rosetta fait un excellent travail. Et ça, Microsoft, ils ont l'équivalent de Rosetta, mais pas très bon. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui devra améliorer. Je sais que beaucoup de gens disent « Oh, mais Apple, tout est... » Apple, ils contrôlent tout. Ils contrôlent la machine, ils contrôlent le processeur, ils contrôlent tout, donc ils peuvent faire forcément quelque chose de mieux. Et oui, forcément, ça aide, mais Microsoft a eu des années. Ils ont eu des années pour travailler avec Qualcomm. Ils ont eu des années pour travailler avec des développeurs. Et pourtant, c'est toujours très, 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 très bof. Donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Microsoft est une entreprise qui vaut des milliards et des milliards de dollars. Si eux, ils n'arrivent pas à faire ça, c'est peut-être qu'ils le font mal, en fait, et que quelqu'un le fera mieux. Apple, il ne faut pas le croire. Apple a jeté beaucoup d'argent sur ce problème-là pour le faire régler.
Mais Microsoft a beaucoup d'argent aussi. Donc, j'ai juste envie de dire, s'ils sont pas capables de s'adapter, ils sont voués à la disparition. C'est toujours comme ça dans le marché de la technologie. C'est soit de vous adapter au marché, aux réalités du marché, soit vous finissez par vous faire remplacer par quelqu'un d'autre. Donc on verra bien ce que ça donnera à ce niveau-là, mais c'est une bonne chose de faire un kit de développement, ça incitera peut-être plus. Ensuite, on quitte le monde des processeurs et tout ce qui est en rapport avec les processeurs ARM pour parler de voitures électriques. Donc, enfin, on reste assez bien dans les nouvelles technologies. Et du coup, nous avons Ford qui a enfin délivré les premiers F-150 Lightning, qui sont évidemment des versions électriques de leur Ford F-150. J'en avais déjà parlé dans un précédent Axama Show, mais c'est quelque chose d'assez majeur. Pourquoi? Parce que le Ford F-150 est le véhicule, tout confondu, hein? Pas un pick-up le plus vendu, non. C'est le véhicule américain le plus vendu depuis des années. Quand vous allez aux États-Unis, vous en voyez partout des Ford F-150. Et plus il est gros, plus la personne a besoin de compenser, évidemment. Ça semble logique. Et du coup, pour ceux qui veulent compenser, mais aussi éviter de rouler avec des carburants fossiles, eh bien, ils ont fait une version électrique qui est honnêtement vraiment pas mal. Elle est assez semblable au Ford F-150 normal, évidemment un petit peu plus moderne, mais elle est assez semblable. Et du coup, ça, c'est selon moi quelque chose d'important. Ça va normaliser les voitures électriques pour le public qui est le plus contre les voitures électriques. Les possesseurs de pick-up aux États-Unis, c'est certainement les dernières personnes qui achèteraient une voiture électrique. Donc si eux-mêmes sont convaincus d'en acheter, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que les voitures électriques sont une solution à notre problème et tout ça de réchauffement climatique? Non, je tiens à le préciser, pas du tout. C'est une partie de la solution. Et c'est une partie de la solution quand vous êtes dans un pays qui produit l'électricité pas avec des énergies fossiles. En France, c'est assez bien une bonne solution parce que l'électricité est surtout produite avec des centrales nucléaires. Bon, c'est techniquement de l'énergie fossile, mais au moins ça ne rejette pas de plein de CO2 dans l'atmosphère. Les déchets sont plus contrôlables aussi. On sait où ils sont exactement, les déchets. Ils sont juste là dans le réacteur. Donc ça, c'est toujours un point positif par rapport au CO2 qui s'envole quelque part et on ne le voit plus jamais. Donc en France, voiture électrique, ça a totalement un intérêt. Il y a même de plus en plus de gens avec ce qui se passe en ce moment qui se sont dit « Hey, si j'achetais une voiture électrique ou une hybride, c'est pas mal aussi, franchement. » Ma soeur a acheté une hybride, ça marche plutôt bien. Elle fait pas mal d'économies sur le carburant depuis. Surtout qu'elle peut rouler en full électrique jusqu'à 80 km/h, je crois. Donc ça couvre pas mal de trajets. Enfin bref. Il y a évidemment pas mal de problèmes avec les voitures électriques. Hein. Elles coûtent cher. Elles sont beaucoup plus lourdes. Donc ça augmente l'usure des pneus. Et les pneus, en réalité, quand ils s'usent, ça rejette des produits évidemment toxiques. Alors évidemment, c'est pas du CO2. Donc c'est pas en rapport avec le réchauffement climatique, mais ça contribue quand même à la pollution des villes, il faut en tenir compte. Après, c'est toujours mieux qu'un moteur thermique, il faut quand même rester raisonnable ici. Et puis, il y a des problèmes aussi de chargement. Comment vous voulez... Si tout le monde avait des voitures électriques en France demain, le réseau électrique de la France exploserait. On n'y arriverait jamais. Donc ça aussi, c'est un énorme problème. Bref, je commence à m'écarter. Dans tous les cas, Ford F-150 Lightning, très intéressant. C'est évidemment les tout premiers modèles délivrés, donc voilà, ça va encore prendre du temps. Même chose en France, je pense qu'on est encore loin d'avoir un futur 100% électrique. Et tout ne sera pas électrique. Pour moi, par exemple, les camions devraient être certainement à l'hydrogène, vu que l'hydrogène requiert pas mal de problèmes. Enfin, c'est un peu compliqué à stocker, donc ce serait plus logique de les stocker sur les autoroutes, là où les camions roulent, et de les fabriquer peut-être sur place avec des éoliennes ou autre chose. Donc, yep. Bref, je continue encore de m'écarter. On pourrait faire toute une vidéo sur tout ce qui pourrait contribuer à un meilleur demain. Évidemment, ça reste très, on va dire, subjectif, mais quand même. Ensuite, nous avons une news de Aya Neo. Oui, continue d'annoncer des consoles. Ils en ont annoncé plein, en vrai. Ça, c'en est juste une parmi genre 5. Donc, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ok. Dans tous les cas, celle-là est intéressante. C'est la Aya Neo R+. Ils en avaient déjà une, mais c'est une nouvelle. Et elle aurait une puce AMD avec un GPU RDNA 2.0 et un CPU Zen 2. Vous allez me dire, oh, ça ressemble à quelque chose que je connais. C'est exactement ce qu'on a dans le Steam Deck.
Et en fait, c'est une news qu'on va voir après. Apparemment, AMD aurait sorti cette puce pour tout le monde, pas juste genre Valve. Donc, c'est plutôt intéressant. Dans tous les cas, elle sortirait pour cette console pour 289 $. Beaucoup plus accessible, vachement plus accessible. C'est même moins cher que le Steam Deck. Et du coup, ça vous permettrait de profiter d'une console mobile qui permet d'émuler beaucoup de choses, parce que vous pouvez émuler franchement n'importe quoi, vu que vous pouvez faire... Ça tourne Windows, hein, et vous avez un processeur quand même pas mal, et vous avez un GPU pas mal aussi. Donc vous pouvez émuler à peu près n'importe quoi, mais vous pouvez aussi faire tourner des jeux juste Windows, donc c'est génial. Ils ont indiqué que ça supporterait aussi apparemment SteamOS. C'est assez logique en réalité. SteamOS, vous pouvez télécharger maintenant SteamOS et le mettre sur votre machine. Hein. Il existait déjà avant le Steam Deck. Donc ce serait logique qu'il supporte SteamOS, mais évidemment il faudra voir. Mais le truc c'est que c'est le même hardware que le Steam Deck, donc ce serait aussi encore plus logique d'un point de vue driver. Évidemment il y aurait d'autres, par exemple ils utilisent peut-être une carte Wi-Fi différente de Valve, donc il faudrait avoir des drivers là-dessus, mais c'est tout à fait possible qu'ils puissent fabriquer une console mobile avec le même OS que ce que vous avez sur le Steam Deck. Donc, yep. Ils ont aussi Ion OS qu'ils indiquent, mais il me semble qu'Ion OS, c'est basiquement une surcouche qu'ils mettent par-dessus Windows, si je me souviens bien. Donc, c'est Windows, en fait. Donc, ouais. Bref, dans tous les cas, ça pourrait être très intéressant pour ceux qui recherchaient ce genre de console mobile, mais évidemment beaucoup moins cher. C'est le prix d'une Switch, et c'est assez impressionnant. Le prix d'une Switch, pour un truc, je peux vous le dire, vachement plus puissant qu'une Switch. La puce RDNA 2.0 que vous avez là-dedans, elle prend la Switch et elle refait... je sais pas quelle expression j'ai utilisée. Elle lave le sol. Elle mop the floor. Je voulais dire une expression en anglais en français. C'est peut-être pas ça ne marche pas très bien. Dans tous les cas, la Switch n'a rien dessus. Et c'est pour le même prix en plus. Donc ça c'est un gros plus. Et du coup, news en rapport avec ça, AMD... c'est un truc que j'ai manqué, a annoncé une nouvelle puce en 6 nanomètres qui s'appellerait Mendocino, qui serait basée sur des cœurs Zen 2 au niveau CPU et une partie graphique RDNA 2.0, donc basiquement ce qu'il y a dans le Steam Deck. L'avantage de cette puce, du coup, c'est que déjà, comme elle est gravée en 6 nanomètres, très efficace au niveau énergétique, une bonne chose. Les puces Zen 2 d'AMD étaient gravées normalement en 12 nanomètres, si je me souviens bien. Oui, il me semble. Donc là, ça fait déjà une sacrée upgrade, rien que d'un point de vue consommation. Toutefois, Zen 2 reste très puissant d'un point de vue CPU, il ne faut pas déconner. Et comme vous avez une partie RDNA 2.0 très moderne, là, vous pouvez avoir des excellentes performances graphiques, même dans des jeux, pas juste des petits jeux, genre même des jeux un minimum sérieux. Et l'intérêt de cette puce, c'est de l'avoir dans des ordinateurs très peu chers. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Donc là, on parle d'ordinateurs qui vont de 399 $ à 699 $, avec une durée de vie de batterie qui dure plus de 10 heures, sous Windows aussi, et sous Chrome OS aussi. C'est génial, franchement. Ça, honnêtement, ça conviendrait à... 90% de la population n'aurait pas besoin de plus que ça. Et c'est pas cher, 399 $. Même imaginons c'est 500 $ pour le truc. Ouais, mais vous avez un bon CPU qui durera des années pour beaucoup de gens. Vous avez une puce graphique qui permet même de jouer à des petits jeux. C'est génial. Et en plus, c'est très efficace au niveau énergétique. Ça consomme pas beaucoup et vous durez longtemps sur la batterie. Que demande le peuple, franchement? Donc, yep, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir les ordinateurs qui vont sortir avec ça parce que c'est, selon moi, quelque chose qui pourrait prendre beaucoup de parts de marché pour AMD. Le marché des ordinateurs entre 300, 600, 700 €, c'est un énorme marché. Il y a énormément d'ordinateurs vendus entre cette gamme de prix-là. Et il y en a beaucoup qui sont vendus aux écoles, notamment. Donc, il y a énormément d'argent à se faire pour AMD. Donc, je pense qu'ils font un excellent choix ici en faisant ce processeur qui, en plus, devrait être facile à fabriquer parce qu'il ne devrait pas être très gros d'un point de vue de die. Donc, il pourra en fabriquer beaucoup sur un seul wafer. Et il maîtrise ce design. Donc, la plupart des bugs ont déjà été fixés. Il a été optimisé certainement aussi au niveau de sa fabrication. Je ne vois que des points positifs pour AMD. Ici, franchement, ça pourrait être quelque chose s'ils arrivent à le mettre dans un maximum d'ordinateurs portables
bien designé de toutes les marques qui existent, ils pourraient avoir quelque chose qui leur fait énormément d'argent. Et du coup, visiblement, Valve va participer à tester cette puce parce que c'est ce qu'il y a dans le Steam Deck. Donc Valve a contribué au design de cette puce. Et aussi un truc intéressant, du coup, c'est la même puce que dans le Steam Deck. Donc à mon avis, elle doit bien tourner sous Linux parce que Valve a déjà fait le travail, vous voyez. Valve a déjà... Et AMD aussi a déjà fait le travail de pleinement supporter cette puce graphique, notamment sous Linux. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle aussi pour ceux qui veulent un petit notebook, un petit laptop Linux qui tourne bien, qui a une bonne batterie et tout ça. Ça pourrait être très intéressant. Hâte de voir. Franchement, je suis plutôt content de voir cette initiative de la part d'AMD. Même si c'est techniquement un peu du recyclage, on va être honnête. Ensuite, en parlant de recyclage, techniquement c'est un peu de recyclage, vous avez LG qui a annoncé 3 nouveaux écrans. Donc vous avez un écran 32 pouces ou plutôt 31,5. Ok, 4K, 144 Hz, 160 Hz maximum en mode OC, avec des très bonnes specs honnêtement, hein, il est là. Vous avez aussi une version 32 pouces en 1440p avec aussi des très bonnes specs honnêtement, très impressionnant. Mais évidemment la star du show ici, c'est un nouvel écran qui est le 48Q GQ 900, magnifique petit nom, et qui est un écran OLED de 48 pouces, 47,5, 4K, 120 Hz ou jusqu'à 138 Hz en mode OC. 130. Vous pouvez l'overclocker à 146,5 Hz. Ça vous donnera des meilleures performances. C'est vraiment très spécifique comme nombre. Et un temps de réponse très bas parce que c'est de l'OLED, 0,5 millisecondes en grey to grey. HDR10, compatible NVIDIA, G-Sync et AMD FreeSync Premium. 3 HDMI, un DisplayPort, ça c'est important, on va en parler après. Et aussi un hub USB intégré. Quel est l'intérêt de cet écran? Vous allez me dire, c'est basiquement une des TV 48 pouces de LG sous forme d'écran. C'est la même dalle, certainement. Genre, c'est leur dalle OLED de leur LG C2 48 pouces dans un format écran. Sauf qu'ici, vous avez un vrai écran. Vous avez pas un OS de TV qui est par-dessus, qui pourrait vous ennuyer. La dalle aussi, apparemment, a une finition anti-reflet qui change de ce que vous avez sur les TV LG, qui a là une finition glossy, donc qui reflète pas mal la lumière, et c'est très embêtant, je peux vous le dire. Même moi qui ai un écran 43 pouces avec une finition semi-glossy, je peux dire, je vois le reflet de mon PC dedans des fois. C'est un petit peu ennuyant. Donc ça, c'est assez important pour ceux qui voudraient. Il y en a qui adorent ce format, ils sont en mode 48 pouces, c'est génial. Mais j'ai pas envie d'avoir une dalle qui reflète tout ce qui se passe derrière moi. J'ai pas envie d'avoir un miroir. J'ai pas envie que quand l'écran de chargement apparaît, je vois ma sale tête juste en face de moi en train de jouer, quoi. C'est horrible quand ça vous arrive. Donc oui, les gens ne veulent pas ça. Du coup, ça c'est un autre avantage. Mais aussi, vous avez un DisplayPort, qui est un port très utilisé sur PC, si vous ne savez pas. Donc ça aussi, c'est un autre avantage. On ne sait pas s'il y a d'autres petits avantages derrière. Moi, je serais curieux de voir, est-ce qu'ils ont mis un... Ça, c'est très important et je suis en train de regarder beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il y a un refroidissement sur cette dalle? Les dalles OLED haut de gamme ont maintenant des radiateurs par derrière la dalle qui refroidit la dalle, ce qui permet d'avoir des meilleures performances, une meilleure luminosité notamment, mais aussi de diminuer les chances de burn-in, donc de rétention d'image dans la dalle parce qu'elle refroidit beaucoup plus vite, donc les LED ont moins de chances de s'abîmer parce que c'est la chaleur qui abîme ces LED. C'est pour ça que diminuer la luminosité des écrans LED permet d'éviter le burn-in, parce qu'elle chauffe moins, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas sur leur gamme C2, notamment sur les modèles 42 pouces maintenant et 48 pouces. D'ailleurs, ils n'ont pas sorti une version 42 pouces, donc c'est un peu étonnant. Mais bref. Donc ça, ils ne l'ont pas. Donc s'ils le mettent sur l'écran, ça pourrait être intéressant. Maintenant, avec tout ça, il y a un truc qu'il faut tenir compte, c'est combien ça va coûter parce que la TV LG, vous pouvez acheter même une LG C1 qui est encore très bonne, 48 pouces pour genre, ça dépend, mais il me semble que c'était 1300, 1500 euros. Ce qui est une certaine somme d'argent, hein, on va être honnête. Mais les écrans avec souvent des specs similaires à des TV coûtent souvent beaucoup plus cher. Donc là, s'ils le sortent plus que 1500 euros, honnêtement, beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi je prendrais pas juste la TV en fait?
C'est plus logique. Il y a aussi un petit peu de concurrence. Vous avez notamment Asus qui a sorti, et vous avez aussi Aorus qui a sorti une version 48 pouces OLED, mais vous avez aussi Asus qui a un modèle 42 pouces et 48 pouces qui va arriver en OLED. Et le détail important à noter avec les écrans Asus, c'est qu'ils ont un radiateur. Et ça, c'était confirmé par eux. Et ça, c'est très important pour le burn-in. Et aussi, évidemment, ils ont les avantages d'un vrai écran. Genre, la finition n'est pas glossy. Ils ont du DisplayPort et tout ça. Donc, le concurrent principal de cet écran, c'est basiquement ce qu'a fait Asus. Donc, ouais. D'ailleurs, j'essaye de voir s'il y a moyen de... J'essaie de récupérer un de ces écrans Asus parce que je les trouve très intéressants. Avant, j'aurais dit, oh, prenez juste une TV LG, mais le truc, c'est que, comme j'ai dit, il y a ce radiateur qui fait énormément de différence, qui est juste derrière la dalle et qui permet vraiment d'éviter beaucoup plus le burn-in et surtout de garder la luminosité de l'écran. Ça, c'est très important parce que si vous utilisez une TV LG, et j'ai beaucoup regardé de vidéos là-dessus parce que je voulais en utiliser une comme écran, ça marche toujours très bien, mais en fait, quand vous avez, par exemple, beaucoup de blanc à l'écran, genre un document Word, ou si vous mettez Discord en mode blanc, si vous êtes très étrange comme personne, et je ne vous comprends pas, si vous le laissez en plein écran, la luminosité de l'écran va d'un coup diminuer, parce que l'écran essaie de se protéger de lui-même, il essaie de protéger tout ça. C'est très ennuyant quand vous utilisez un PC. Parce que, imaginez, vous utilisez votre PC et d'un coup la luminosité bouge toute seule, genre elle devient beaucoup plus basse. C'est quelque chose que vous voulez pas forcément. Donc là, c'est là où on a un avantage avec justement des écrans PC OLED. Ils sont faits pour ça. On a aussi évidemment les dalles QLED de chez Samsung qui sont sortis aussi par exemple dans l'Alienware. Il y a aussi un modèle MSI qui a été annoncé. Mais là, c'est de l'ultra wide. C'est pas un format TV. Donc, c'est encore autre chose. Donc, on verra bien. Ensuite, nous avons une news qui concerne Intel et la 13e génération de processeurs ici. Raptor Lake, qui est évidemment pas mal attendu. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dessus parce que Alder Lake a été plutôt prometteur, même si Alder Lake, surtout dans les puces haut de gamme, consomme un petit peu beaucoup. Et aussi dans les ordinateurs portables, ils ont un peu du mal à maintenir la consommation des fois. Ce qui fait que les modèles AMD sont plus efficaces si vous cherchez la durée de vie de la batterie ici. Bref, dans tous les cas, je m'écarte. Raptor Lake pourra arriver pour octobre. Ce qui est tout à fait logique parce que AMD Zen 4, donc leur prochain processeur, pourra arriver pour l'automne 2022, ce qui est basiquement octobre. Donc, on pourrait avoir l'arrivée de tous les nouveaux processeurs pour cette fin d'année, ainsi que l'arrivée des nouvelles cartes graphiques. Donc ça va faire beaucoup de nouveautés. Je le dis directement, n'ayez pas la pression du marketing directement. C'est pas parce qu'il y a un nouveau processeur AMD ou Intel, ou une nouvelle carte graphique AMD, Intel, Nvidia qui est sortie que vous devez absolument l'acheter pour avoir le meilleur. Les anciennes cartes graphiques marchent toujours très très bien. Votre ancien processeur marche toujours très très bien. Ne vous inquiétez pas. Ne succombez pas au marketing. Mais en attendant, pour ceux qui ont par contre un très vieux PC qui attendaient pour upgrade, ça peut être une bonne option. Même si, je vais être très honnête, avec ce qui se passe en ce moment et tout, je pense pas qu'il y aura beaucoup de stock de ces nouvelles cartes graphiques. Moi, j'achèterais plutôt une carte graphique maintenant. S'il vous en faut vraiment une, achetez-en une maintenant. Je vais faire un guide d'achat de carte graphique d'ailleurs, qui devrait sortir semaine prochaine, donc ça sera intéressant. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Bref, dans tous les cas, évidemment, au niveau du reste des détails, on en a quand même un certain nombre. Donc, on est toujours sur le même processus de gravure qu'Alder Lake, donc du 10 nanomètres ou le Intel 7. Après, tenez compte que le 10 nanomètres d'Intel est aussi dense en termes de transistors que le 7 nanomètres de TSMC. Donc, des fois, il ne faut pas juste regarder le chiffre devant un processus de gravure. Ça ne dit pas toute l'histoire. On est du coup sur des processeurs qui auraient jusqu'à 24 cœurs, donc 8 cœurs haute performance et 16 cœurs haute efficacité énergétique. Après, ça correspond assez bien aussi à le nombre de threads qu'ils avaient au maximum, parce que comme ils ont 8 cœurs haute performance avec hyper-threading, ça fait 16 threads, plus les 8 cœurs haute efficacité énergétique, on arrive à 24. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être un truc qui quelqu'un a confondu l'arrangement de thread actuel, ou si c'est réellement on aura 16 cœurs haute efficacité énergétique. Après, ce sera assez logique parce que le truc, c'est les 8 cœurs
haute performance suffisent amplement dans les jeux vidéo. Genre un processeur weaker dans les jeux vidéo, vous avez déjà pleinement assez de puissance. Donc rajouter plutôt des cœurs haute efficacité énergétique pour augmenter les performances multicœurs, c'est pas si bête au final. Ça marche. Genre maintenant, beaucoup de processeurs supportent beaucoup de programmes professionnels qui ont besoin de beaucoup de cœurs supportent des processeurs 32 ou 64 cœurs, grâce à AMD d'ailleurs. Donc ce ne serait pas si étonnant qu'ils suivent cette alternative. Bref. On aura aussi une augmentation du cache qui est assez important. Il y avait une vidéo très intéressante d'Hardware Unbox là-dessus qui démontrait que bien souvent, les fois où il y avait une upgrade en termes de performance de la part d'Intel, c'est quand ils augmentaient le cache. Après, ça veut pas forcément dire que c'est le cache qui augmente les performances, toujours. Ça veut aussi dire que s'ils ont augmenté le cache, c'est peut-être parce que le processeur est beaucoup plus puissant au niveau de son IPC et qu'il a besoin de ce cache pour fonctionner plus vite. Donc, c'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là. Mais du coup, là, on aurait 8 fois 2 MB au lieu de 8 fois 1,25 MB sur les gros cœurs. Et on aurait 4 fois 4 MB sur les petits cœurs au lieu de 2 fois 2 MB, ce qui donnerait un cache beaucoup plus grand de jusqu'à 36 MB sur le L3 et au total 68 MB comparé à 44. Ça, c'est une bonne augmentation, ce qui pourrait augmenter les performances, comme j'ai dit derrière. On est toujours sur du LGA 1700. On passerait à de la DDR5 un petit peu plus rapide et on aurait toujours la DDR4. Ok. Ça peut être économiquement viable en vrai. 5600 MHz maximum. Évidemment, PCI Express 5.0. La question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais mettre ce processeur dans une carte mère pour ces processeurs-là? Ce serait génial. Intel, il est temps de vous bouger les fesses là. AMD a prouvé qu'avec AM4, c'est tout à fait viable et c'est plutôt intéressant. Il y en a de plus en plus. Hein. Ça continue d'arriver les mises à jour de BIOS. Il y a beaucoup plus de cartes mères X370 qui sont sorties en 2017 qui supportent le 5800X 3D. Des cartes mères de 2017 qui supportent un processeur sorti en 2022. 5 ans plus tard. Ça, si c'est pas une bonne upgrade, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, AMD... Intel plutôt, faites-le, par pitié. Faites en sorte que ce soit possible. Il est temps d'arrêter d'essayer de faire un maximum d'argent comme vous le faites à l'heure actuelle. Bref. Dans tous les cas, ça arrivera en octobre en même temps, évidemment, que AMD. Donc, on va avoir une sacrée petite guéguerre. Un truc aussi intéressant, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais la DDR5 progresse énormément ces dernières semaines, derniers mois. Notamment, maintenant, vous avez des kits DDR5 qui montent jusqu'à 6200 MHz en CL32 maintenant même. Donc, c'est-à-dire que les timings deviennent de plus en plus serrés et la fréquence augmente de plus en plus. Donc, DDR5 commence à être pas mal, en fait, franchement. Donc, ça pourrait être intéressant pour cette prochaine génération de peut-être passer plutôt à la DDR5. Même chose avec AMD. Donc ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. On a aussi la 14e génération qui arrivera beaucoup plus tard, 2024 apparemment, ce qui est... Si c'est début 2024, ça va, mais si c'est milieu 2024, c'est un peu long. Et qui sera en Intel 4, donc 7 nanomètres. Mais encore une fois, la densité n'est pas la même que ce que vous avez sur chez TSMC, donc ça ne veut rien dire. Bref, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, on va avoir une sacrée guéguerre de processeurs et de cartes graphiques cette fin d'année. Ça va être intéressant, moi je vous le dis. Et justement, on ne pouvait pas finir sans une petite news AMD aussi, qui a clarifié certains trucs par rapport à la plateforme AM5, et notamment au niveau de la quantité d'électricité que peut prendre le processeur. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a fait polémique là-dessus, mais en gros, AMD avait dit qu'on pourrait monter jusqu'à 170 watts. Donc, les gens ont interprété ça comme la limite maximum du socket. Et pour information, Intel peut monter jusqu'à 240 watts sur leur processeur maximum. Donc là, les gens se disaient, waouh, Intel peut faire mieux au niveau wattage. Donc, ça veut dire que techniquement, Intel peut faire mieux au niveau performance. Mais le truc, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose parce que l'AM4 ne pouvait pas monter aussi haut. Enfin, l'AM4 pouvait monter jusqu'à apparemment 200 watts maximum. Non, même en dessous en réalité. Et le truc, je peux vous dire, un 5950X, hein, lui là, qui est là-dessous, en pleine charge overclockée, je peux le faire monter à plus de 200 watts. Hein. Donc, la limite de consommation qu'ils indiquent là, c'est la limite stock, ok? C'est pas la limite si vous commencez à déverrouiller certains paramètres dans la carte mère. Donc, en gros, déjà ça, pour moi, il n'y avait pas vraiment de polémique parce que
ça ne veut pas dire grand-chose. Des fois, bien souvent, en activant juste certaines options dans la carte mère, vous pouvez booster tellement le processeur qu'il consommera plus que ça. Mais bon, bref. Dans tous les cas, AMD a reprécisé que 170 watts, c'était le TDP de base, maximum, mais qu'il y avait aussi un TDP encore au-dessus de boost qui était disponible et qui peut monter jusqu'à... C'était combien? Je sais plus, c'était 230 watts 230 watts, voilà. Qui est plus gros que AM4 et pas très loin de Intel. Donc, pas d'inquiétude. Si vous voulez que votre processeur AMD de prochaine génération consomme beaucoup, il pourra le faire. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse une petite update Starship de SpaceX. Ça fait un petit moment et pourtant, je continue de suivre ce qui se passe. C'est juste que... il y a des trucs intéressants en vrai. Donc, je le ferai certainement la semaine prochaine si vous êtes intéressé. Et la semaine prochaine aussi, si vous êtes intéressé, guide de cartes graphiques, d'achat de cartes graphiques, ça devrait être intéressant. Et j'aurai aussi normalement... il y a plusieurs vidéos que je suis en train de prévoir, donc on verra bien laquelle sortira. Ça dépend de quand j'ai fini. Mais, yep, vous avez des tests en tout genre. J'ai aussi des guides en tout genre qui arrivent. Un guide de water cooling, mais en soft tubbing, donc pas des tubes rigides. C'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont demandé dans les commentaires, donc ça, j'en ferai un. Et le soft tubing, je maîtrise plutôt bien. Pour ceux qui ont peur, voilà, je tiens à le préciser. Donc, on a un guide de water cooling, on a un guide de montage PC, je vais en faire un finalement. Ça fait longtemps en réalité que j'étais en train de travailler sur un. C'est juste qu'avec tout ce qui s'est passé, honnêtement, j'avais pas envie de le sortir. Donc, voilà. Mais il va arriver. Je vais le séparer. En réalité, je vais faire des mini-guides. Donc, je vais faire un guide sur comment installer un processeur, comment installer une carte graphique, comment changer de carte graphique, comment installer... changer la RAM de votre PC portable, comment changer la RAM de votre PC fixe. Je vais faire plein de petits guides comme ça. Comme ça, quand quelqu'un cherche sur YouTube, il peut trouver ce truc en particulier. Et quand j'aurai fait tout un petit peu ces guides, je vais les assembler et faire un guide de montage PC, basiquement. Je vais réutiliser tous les bouts et les assembler pour faire un guide complet. Comme ça, pour ceux qui veulent un guide complet à suivre pour faire toute la procédure de A à Z, ils l'auront. Et ça inclura aussi les cas particuliers et tout ça. Donc, ça devrait être une vidéo plutôt utile pour beaucoup de gens. Et donc ça, j'espère pouvoir la sortir, le guide complet, très bientôt, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à monter plus de PC et tout, donc ce serait bien de le faire. Mais je vais commencer par les guides très spécifiques. Comment installer un processeur, comment changer de carte graphique, comment installer et changer de carte graphique. Je pense que je vais le combiner en une seule vidéo, parce que c'est à peu près la même chose au final, soyons honnêtes. Donc je vais le combiner dans la même chose. Et je vais combiner d'autres tutos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont ceux que vous voudriez voir le plus vite, le plus. Installer, changer de carte graphique, à mon avis, ça va être certainement le top. Changer de RAM, certainement. Rajouter de la RAM. Changer ou installer plus de RAM, ça, ce sera un seul guide. Rajouter un disque dur ou un SSD dans son PC, un autre guide. Quoi d'autre? Installer un processeur, ce sera un autre guide. J'ai aussi une vidéo où je vais essayer de réparer, il est là. Je vais essayer de réparer ce gars-là. C'est le 5600X qui a des pins pliés. Si vous vous souvenez, je vais essayer de le réparer. Je tape du bois. C'est du bambou. Est-ce que ça compte? Je pense. J'espère. Est-ce que j'ai du bois? C'est de l'aggloméré ici. Ça compte? Je ne sais pas aussi. Bref, dans tous les cas, pas mal de vidéos qui arrivent. Donc oui. Le truc c'est qu'enfin j'ai enfin les capacités d'augmenter le rythme de sortie des vidéos Texama, surtout que je vais passer plus de temps pour Texama. Donc le but, ce serait 3 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine plus des vidéos bonus. Par exemple, les vidéos vos configs et tout ça, c'est des vidéos bonus pour moi, parce que c'est pas vraiment des vidéos haute qualité ou autre chose, on va être honnête. Mais voilà, vous auriez 3 vidéos, donc le Texama Show plus 2 autres vidéos. Et vous allez avoir aussi plus de guides d'achat qui vont revenir enfin. Et aussi plus de vidéos, voilà, tuto, comment installer ça, comment faire ci. Alors, il faut que je refasse aussi un tuto comment installer Windows 11. Parce que je pense que pas mal de personnes vont commencer à passer sur Windows 11 parce que maintenant il est un petit peu plus stable. Donc ouais. D'ailleurs, je suis sur Windows 11 depuis un petit moment. Je pense que je vais faire une vidéo follow-up aussi sur mon expérience sur Windows 11 parce qu'il y a des trucs intéressants. Bref. Dans tous les cas, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié ce Texama Show aussi et ces news de la chaîne que j'ai mis à la fin pour je ne sais quelle raison. On se retrouvera pour une prochaine et je vous dis ciao ciao.